21h, mesdames, messieurs, bonsoir. Le peuple africain nombreux déjà pour Ouro Africa. Je vous salue. Ce soir, introduction, nous allons rester et parler abondamment de la présidentielle 2025 au Cameroun avec, comme je l'ai dit, un premier arrêt qui va nous amener vers une interrogation qui pourrait être rhétorique, mais qui vaut son pesant d'or. On va évoquer la morosité ambiante, la timidité. Lorsque l'on se déploie, lorsque l'on observe le landerneau politique camerounais, on n'a pas l'impression que nous sommes à moins de 2 mois d'un moment fort de l'histoire politique du peuple camerounais, du Cameroun même. On a l'impression qu'on s'avance tout doucement vers un jeu qui semble déjà établi et dont les acteurs et leurs tenants sont connus. Pourquoi la morosité ambiante alors que justement la campagne est annoncée et que la pré-campagne devrait être en train de battre son plein? On va donc, en continuation de cette introduction, revenir sur la présidentielle en elle-même, les acteurs en eux-mêmes, avec une interrogation majeure, celle-là justement qui va nous amener à nous interroger sur justement l'opposition au Cameroun après le Conseil constitutionnel, après justement la publication des listes. Ce soir, on s'interroge qui pour fédérer l'opposition au Cameroun. Nous avons les candidats qui sont connus, des ténors, Keremouna, Issa Chiroma Bakari, Belobouba, justement, qui parmi eux, ou alors la jeune garde qui semble justement aussi vouloir dire son mot, Kabal Libi, Joshua aussi, autre Serge Espoir Matomba, qui pour fédérer l'opposition camerounaise va-t-elle déjà battue, ou alors justement au-delà des tractations, au-delà des coalitions, au-delà justement des concertations qui battent le plein, elle peut, justement, cette opposition-là, pouvoir avoir son mot à dire. Ce sera la problématique principale qui va justement meubler nos échanges. Mesdames, Messieurs, voilà le menu qui nous attend ce soir sur Ouro Africa, avec une inclinaison particulière sur la présidentielle au Cameroun. Je prends l'habituelle transition et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux-là que vous connaissez très certainement déjà, qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour la balade panafricaine du soir, 5 invités, 5 présents. Je m'en vais faire mes hommages au doyen du plateau, François Bikoro, que l'on ne présente plus sur l'espace médiatique camerounais, tant sa verve sur les questions panafricaines sont connues. Patriarche, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir surtout à tous vos nombreux téléspectateurs qui chaque lundi s'apprêtent à rentrer et regarder leur téléviseur, certains dans les téléphones, pour vivre en direct cette maturation de la classe politique camerounaise, celle qui est en osmose avec une génération émergente, mais surtout qui veut garder le pont avec la génération d'avant. Merci, Patriarche, pour la présence. Votre expérience des élections de par l'Afrique, de par le monde, nous sera utile ce soir. Je m'en vais vers ma droite proche avec lui, acteur politique, lui, auteur, lui, figure médiatique, Simon Messengue. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a aucun secret pour vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, ainsi qu'à mes co-discutants qui sont là, particulièrement à l'élu François Bikoro qui est avec nous,
Merci de m'avoir convié à votre émission. Merci à vous, Simon Messengue, pour la présence. Ma gauche proche me renseigne que j'ai mon seul, ou alors l'un de mes confrères sur le plateau, Timothée Issoumba Abena. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes co-panélistes. Toute ma sympathie exprimée à nos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est heureux d'avoir été associé une nouvelle fois à cette agape intellectuelle hautement suivie parce qu'elle contribue au débat citoyen en matière de civilisation, des mœurs sociales. On peut regretter le fait que c'est un plateau télé, promouve plutôt la dérive sauvage, mais ici c'est un espace de gentlemania intellectuel, gentlemania citoyenne. Merci à vous, Timothée Somba, pour la présence. Je m'en vais vers ma droite mitoyenne avec un acteur de la société civile, monsieur, justement, Jean de Dieu Evouna, qui est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Barga. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier aux 12 candidats qui vont qui tardent à nous démontrer véritablement s'ils sont prêts pour le challenge. On en reparle tout à l'heure, Jean de Dieu Evouna. Et c'est toujours un bonheur d'être sur ce plateau. Il atteint des niveaux et des niveaux. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir, Jean de Dieu Evouna, sur ce plateau. Je l'ai dit, vous êtes un expert en sciences sociales. Lui aussi, il parlera politique ce soir, porte-parole du FSNC, du président Issa Chiroma Bakari, le docteur Jean-Moïse Mbok, et ce soir, une fois de plus, parmi nous. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs, bonsoir au top management d'Info TV, bonsoir à toutes les équipes techniques. Je salue d'abord votre professionnalisme et l'ayant fait, je voudrais saluer tous les membres du FSNC et naturellement tous les sympathisants du Front pour le Salut National du Cameroun, présidé par le président Issa Chiroma Bakari. Merci pour l'invitation que vous nous faites et en son nom, je vous transmets ses amitiés et également, vous savez, nous sommes le parti de la main tendue à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci Jean-Moïse Mbok. Les amitiés, c'est pour justement le top management d'Info TV qui permet justement que vous puissiez être présents parmi nous. Une fois que je l'ai dit, chers messieurs, chères dames, on va justement rentrer tout doucement dans le vif de nos échanges, mais on va prendre la température avec vous, Jean de Dieu Evouna. Jean de Dieu, les interrogations fusent. On a l'impression que justement, nous sommes quasiment à moins de 2 mois de ce moment charnière, de ce moment principal de l'histoire politique du Cameroun, la présidentielle, mais surtout cette élection présidentielle de 2025, du 12 octobre pour être précis, ne sera pas comme les autres. Mais on a l'impression que la période de pré-campagne n'a véritablement pas encore débuté. Pourquoi cette morosité alors que on est censé déjà avoir les premières températures? Cette morosité, comme vous le dites, est due premièrement au fait que l'un des candidats qui très souvent anime la sphère politique de par ses militants avec des questions de repli identitaire, des injures et autres, et tout cela qui fait souvent lever la patte, a été recalé. C'est pour cela qu'il y a comme une froideur qui se manifeste au sein de la sphère politique. Et on a l'impression que, de prime abord, on a l'impression que rien ne bouge. Et aussi, il y a comme une stratégie du candidat sortant qui semble ne pas vouloir s'aventurer, parce que j'ai fait un constat qui est assez clair, c'est que sur les plateaux de télévision et de radio, les communicants du RDPC ne sont pas en offensive.
comme si ce candidat n'avait pas une certaine volonté d'affronter sur le plateau ceux-là qui, d'une certaine manière, devraient lui poser des questions et interroger. Peut-être que ça sera le temps dans la campagne à ce moment-là. Non, non, non. Nous sommes en pré-campagne. Nous sommes en Mais pré-campagne. même là, on s'interroge. C'est timide, ça bloque, il n'y a rien. On a l'impression que les gens attendent les 2 semaines prévues pour la campagne pour se déployer, alors que justement, on devait déjà être dans les premiers mestres qui nous amènent vers cette élection. Je vais point par point. J'arrive d'abord au niveau de ce qui du candidat sortant. Il y a une question. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas en offensive. Ils ont décidé de retirer. Est-ce que c'est à eux d'aller en offensive? Bien sûr, parce qu'ils ont un bilan à défendre. Ils ont un bilan à défendre et j'ai l'impression qu'il y a cette crainte de ne pas vouloir affronter les communicants, par exemple, de l'opposition pour questionner les 7 dernières années. De l'autre côté, au niveau de l'opposition, il y a ceux-là qui semblent ne pas avoir été préparés à faire face à ce grand challenge. C'est-à-dire, ils ont été certainement surpris qu'ils seront candidats et ils n'ont pas véritablement huilé leur machine, mettre des stratégies. C'est parce que c'est maintenant que je constate, lorsque nous allons un peu dans certains sièges, que les gens commencent à penser aux stratégies et comment mettre en place etc. Voyez-vous? Donc ils sont en retard, tout simplement. Les gens sont en retard. Si nous sommes encore en train de demander de faire des réunions au niveau de la coalition, pourtant les gens, les coalitions se préparent. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une préparation. Certains n'ont pas été préparés. Certains ont été comme improvisés. La plupart, nous allons constater que sur les 11, il y a très peu qui sont candidats de leur propre parti. Beaucoup ont été cooptés. Et comment, jusqu'à la dernière minute, ce qui est sûr, ils n'avaient pas de stratégie puisqu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas sûrs. Ceux qui sont même à la tête des partis politiques, il y a encore cette timidité, comme si certains se posent la question, est-ce que vraiment il y a une impréparation? Parce que toutes les attentions étaient focalisées sur quelqu'un qui animait la sphère politique et qui a été mis hors jeu. Merci. Merci, Jean de Dieu Evuna, qui n'a pas répondu aux attentes de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Il n'a pas été mis hors jeu, Jean de Dieu Evuna. Alors, François Bikoro, je me tourne vers vous. Quasiment 20 campagnes présidentielles autour du monde, vous l'avez fait. 58. 58. Merci pour la précision. Elle est encore plus parlante. Alors, est-ce que vous comprenez qu'on soit à 2 mois de la présidentielle au Cameroun et qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment rien. Lorsque je dis rien, ça veut dire que les gens de Dieu vous nous renseigner que les états-majors peinent à se déployer, il n'y a pas de stratégie claire, on est encore dans des concertations, dans des cooptations, on est encore... il n'y a pas encore l'ambiance de la campagne, alors que le Cameroun, pour ceux qui sont attentifs, justement, on sait que la présidentielle 2025, elle peut déboucher sur beaucoup de choses. Pourquoi cette morosité, je ne vais même pas dire timidité? Je vais commencer d'abord par quelque chose de triste. Il vous souvient que le déraillement des ECA avait été dû à un événement impromptu, une mauvaise communication. Les gens se sont retrouvés à la gare parce qu'on leur avait dit qu'ils pouvaient voyager. Et ils ont voyagé, ils étaient tous très nombreux. Ils avaient oublié qu'ils peuvent prendre d'autres dispositions pour aller à Douala. C'est arrivé ce qui est arrivé. La deuxième chose, vous me le permettrez aussi, le RDPC vient de perdre un de ses membres les plus influents, le sénateur Ngalengwa Pierre-Henri Jouel. Oui. 3e mandat de sénateur, sorti de l'école centrale de Paris, ingénieur informaticien, coordonnateur du BOC de l'an 2000, administrateur de 13 pays à la Banque africaine de développement, qui est décédé dimanche. Maintenant, je reviens à votre question, ça peut faire peut-être rire, mais en réalité, c'est dans le narratif langagier qu'on se rend à l'évidence qu'il y a un problème. Les gens se sont préparés depuis 1992 à un seul candidat qui s'appelle M. Paul Biya. Et à un moment donné, ils ont surfé sur le fait que M. Paul Biya ne sera pas candidat. Donc ils savaient qu'il y a quelqu'un qui va manquer à l'appel, c'est le candidat Paul Biya. C'est pour ça qu'ils ont surfé sur toutes sortes d'arguments. Un coup, il est trop vieux, il ne marche plus, il ne voit pas, il est mort là, il est mort, il s'est ressuscité, on ne sait pas qui gouverne, ainsi de suite.
Je crois qu'il y a même un candidat qui a fait une déclaration en disant que pour la première fois, après M. Amadou Ahidjo, on va faire une élection sans le candidat sortant. Oui. Première chose. Deuxième chose, maintenant les autres candidats dans le narratif langagé, ils s'appellent un parti politique qu'on appelle opposition. Ils ne s'appellent pas candidats. Donc ils sont tous ensemble pour dire, si Paul Biya n'est pas là, les choses vont se passer. Deuxième non-attente, c'est celle dont a révélé tout à l'heure le spécialiste des questions sociales. Oui. C'est qu'à la dernière minute, peut-être distrait par la réglementation, qui est un élément important dans le process, Oui. Quelqu'un qui a animé beaucoup, par beaucoup de choses dont je ne vais pas rappeler ici, puisqu'il ne fait plus partie de la course. Oui. Tout le monde s'attendait, et même lui-même, qu'il ne soit pas éliminé de la course par le narratif réglementaire et institutionnel. Ça fait donc deux attentes qui n'ont pas été remplies. La première, c'est que le candidat Paul Biya, vers lequel tout le monde disait tous contre Paul Biya, Oui. mais on disait qu'il ne va pas revenir à la course et est dans la course. Et celui qu'on avait positionné comme étant celui qui peut donner le coup de poing à M. Paul Biya n'est pas dans la course. Première donnée, ça fait un vide. La deuxième donnée fondamentale, vous demandez que les gens fassent beaucoup de bruit. Mais il y a les... Pas de bruit, qui a un minimum quand même de, Oui, j'en viens. d'intérêt. On a l'impression que le Camerounais ne s'intéresse même pas. L'intérêt, lorsqu'on a extrait la non-partant Paul Biya dans le syllogisme langagé, il reste maintenant que les gens qui avaient fait leur campagne sur une base de programme politique et d'idéologie, Paul Biya Mosgo. Paul Biya has gone. Maintenant, ils se retrouvent en face. Ils n'étaient pas préparés à ce que M. Paul Biya ne soit pas non-partant. Et ils n'étaient pas non plus préparés que leur cheval de bataille, lui, soit non-partant. C'est pour ça que je dis que maintenant, on revient donc aux fondamentaux. Pour faire la campagne, pour faire le bruit, lorsqu'on n'attendait pas M. Paul Biya, il faut les programmes, il faut les idéologies à mettre en place. Est-ce qu'on peut le faire jusqu'à ce qu'à la dernière minute, on savait que le Paul Biya Mosgo marche? La troisième chose qui est fondamentale, et sur laquelle il faut faire très attention, il y a 3 ou 4 candidats qui font le même bilan que M. Paul Biya au cours de cette campagne. Ils peuvent aussi observer. Oui. Je crois qu'il y a des anciens ministres qui, jusqu'à il y a cela 3 semaines, étaient encore dans le fait qu'ils doivent rendre compte au même moment que M. Paul Biya. Ils ne le sont plus. Il faut revoir la stratégie. Quels sont les éléments de langage qu'on va mettre en place? La troisième chose, et le peuple camerounais vient de se rendre à l'évidence, qu'en réalité on avait en face de nous des gens qui étaient un peu chiches. Chiches en argument, parce qu'il y avait un argument principal. Chiche aussi en moyen. Parce que pour faire aussi la campagne, il faut avoir les moyens. Et le RDPC en face, peut-être qu'il me démentira tout à l'heure, lui aussi est dans le stade d'observation. Il est timoré, le RDPC. Pas timoré, il se dit que le candidat que eux-mêmes ils attendaient pour connaître les bons coups de poing n'est pas venu. Ça veut dire que tout est gagné? Non, pas que tout est gagné, il faut revoir la stratégie. Vous avez habitué les populations à se dire que c'est un ping-pong, qu'on voulait d'ailleurs préparer, qu'on voulait raisonner. Le ping-pong n'aura pas lieu. On revoit la stratégie. Comment on va faire pour M. Belobouba Maïgari et M. Issa Chiroma Bakari pour attaquer un bilan que lui-même doit faire? Comment le RDPC va attaquer Issa Chiroma et Belobouba pour un bilan qu'ils ont partagé ensemble? Ça devient compliqué. Mais il faut quand même se dire que quand on va ouvrir la bonne campagne électorale, ce qui est de 12 jours, je ne sais pas combien c'est, Oui. 15 jours, certaines personnes peuvent se remémorer, mais comme moi je suis quelqu'un qui a vécu dans ce pays politiquement depuis 1982, je crois qu'il y a aussi des petits calculs. Merci. Qu'est-ce qui va se passer au soir du 12 octobre? Est-ce que ça peut être la même chose qu'au soir de 1992, au soir de 97, au soir de 2004, au soir de 2011? Nous sommes habitués à beaucoup de choses dans ce pays, au point qu'il faut quand même se dire, attendons, voir ce qui va se passer. Attendons voir ce qui va se passer, c'est ce que recommande le patriarche François Bikourou. Mesdames, Messieurs, on prend une brève transition et on revient tout de suite après.
Retour sur le plateau de Ouro Africa, la petite séquence technique est désormais arrangée et je crois les pépins derrière nous. Tout de suite, on va passer à la thématique principale qui meuble nos échanges de ce soir. On va se poser la question ensemble, chers messieurs, chères dames, chers peuples d'Afrique qui nous regardez. Alors, qui pour fédérer justement l'opposition au Cameroun? Et qui de mieux pour la première prise de parole que le porte-parole du FSNC sur le plateau, le docteur Jean-Moïse Mbok, pour justement répondre à la question. Alors, docteur Jean-Moïse Mbok, on prend les nouvelles. Comment est-ce que se porte le FSNC? Et justement, lorsque vous entrevoyez le Landerneau, qui de mieux, ou alors qui pour fédérer autour de l'opposition au Cameroun à l'heure actuelle pour 2025? Alors, à une question comme celle-là, il faudrait être prétentieux pour répondre de manière péremptoire. Il faut savoir garder toute proportion. Moi, je vais déjà dire que le FSNC se porte très bien. Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end dans le Grand Nord, la forte mobilisation qu'il y a eu. Et le président Tiroma est revenu et toutes les équipes également. Au FSNC, nous disons donc que cette année, ce n'est pas juste une campagne que nous allons faire, c'est l'histoire que nous allons écrire. Et parce que nous allons écrire l'histoire, les préparations ne se font pas à l'emporte-pièce. Pour préparer les campagnes, il y a un ensemble d'éléments internes et externes qu'il faut réunir entre les représentants dans les bureaux de vote, les scrutateurs, les listes qu'il faut envoyer à aider. On parle quand même de 30 000 bureaux de vote, si je ne me trompe pas, avec les 10 000, les 1000 que un parti a dénoncé et qu'il faut redéployer. Le SDF. Donc, nous sommes dans la dynamique des campagnes. Il y a une organisation qui est faite au niveau et de la communication et documentaire et le matériel, naturellement, les actions précises qui vont être réalisées pendant les campagnes proprement dites. Donc, on n'a pas le temps de nous agiter à l'extérieur ou de faire du boucan. C'est peut-être pour ça personne que ne parle de l'agitation, mais on interroge justement le déploiement et surtout le positionnement. Nous avons vu des concertations, la technique va nous montrer les principales figures. On voit aussi qu'il y a des tractations, il y a des marches de couloir, il y a beaucoup de diplomatie. Est-ce que, selon vous, porte-parole du FSNC, on s'en va vers une candidature consensuelle de l'opposition tournée et justement portée par le président Tiroma Bakary? C'est cette honnêteté intellectuelle que j'aime, quand vous rappelez bien que les choses sont en train de se passer. Oui. Vous-même vous dites qu'il y a des concertations, vous-même vous dites qu'il y a des réunions, vous-même vous rappelez qu'il y a des rencontres. Donc le travail est en train de se passer. Vous savez, nous avons pris davantage conscience que la machine RDPC n'est pas une machine qu'on va bousculer de manière, j'ai envie de dire, hasardeuse. C'est toute une machine en face. Et nous-mêmes, nous nous constituons à machine, que ce soit individuellement en tant que parti politique, que ce soit collectivement. Et je vous ai dit la dernière fois, peut-être vous n'avez pas bien suivi, nous ne sommes pas sur les antennes pour dévoiler nos stratégies. Oui. Nous ne sommes pas là pour dévoiler, parce que nous savons que nous avons en face. Vous connaître aussi, les Camerounais nous connaissent, donnez pas cette impression. Les Camerounais nous connaissent. Ils connaissent dans le gouvernement. Sur les réseaux sociaux, ils suivent les médias, ils sont là pendant que nous sommes en train de parler. Donc, il faut dire, Stéphane, que ne donnons pas l'impression que rien ne se fait au niveau des 12, parce que c'est les 12, au niveau des 12 qui sont attendus le 12. Et il y a un travail, chaque état-major travaille minutieusement, mais de manière très méticuleuse pour que le 12, nous puissions faire l'histoire. Et parce que nous allons faire l'histoire, pas seulement une campagne, j'insiste là-dessus. Vous l'avez déjà dit. Il y a donc un travail qui est fait de manière sereine, de manière sérieuse. Et une fois encore, je l'ai rappelé, les présidents, dans la communication qui est faite en interne, c'est qu'on les laisse échanger, on les laisse décider et ils vont choisir le mot opportun pour nous communiquer s'il y a coalition, qui va porter la coalition. Pour le moment, chaque parti travaille sereinement en se préparant aux deux cas de figure.
s'il y a coalition, il y a une préparation qui est organisée. S'il n'y a pas coalition, il y a une préparation qui est organisée. Donc nous sommes plus dans la cuisine interne que dans le travail de l'extérieur. L'opposition se porte très bien. Merci. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Vous êtes journaliste. Alors, on est à 2 mois. Le docteur porte-parole du candidat Thiro Manoudji, ils sont dans la cuisine interne. Moi, la question que je pose, est-ce qu'il y aura autant pour expliquer aux Camerounais justement le sous-bassement de cette stratégie? Il subodore qu'on pourrait aller dans un cas de figure où il y a coalition avec un candidat consensuel, ou alors chacun d'entre eux, des ténors et les moins connus, chacun ira de sa propre démarche. Est-ce qu'il y aura autant pour expliquer les projets, soit en collectif, ou alors des projets individuels au Camerounais, alors que je précise qu'on est à 2 mois quasiment, puisque c'est le 12 octobre 2025. En 2018, à pareil moment, j'avais déjà observé une effervescence, une quasi-polarisation de l'espace public en termes d'offres, en termes de promotion des états-majors. Mais je me rappelle même d'un candidat qui vantait déjà son bus de campagne. Mais cette année, il y a une quasi-morosité. C'est le RDPC qui occupe la scène. Oui. C'est comme si tout le monde attend voir ce que le RDPC va faire pour se déployer. Et c'est la preuve, s'il en était encore besoin, comme je l'ai dit depuis quelques semaines déjà, que nous assistons véritablement à une course pour la médaille d'argent. Parce qu'on connaît déjà qui va remporter. Donc l'essentiel, c'est de participer. Non, pas l'essentiel n'est pas de participer. On connaît qui va décrocher la médaille d'or au regard des faits. Je vais laisser le soin... Vous parlez de Joshua aussi, j'espère. Je parle de Paul Biya. Je vais laisser le soin aux communicants du RDPC de présenter les faits qui le rendent super favori. Moi, je vais donc rester ce soir purement dans l'analyse en prenant un peu de recul. C'est vrai qu'on va être précis sur l'analyse et on ne va pas faire les commentaires tendancieux. Pas de commentaires. Merci. Donc, à ce stade, c'est rassurant. On observe donc que dans cette course à la médaille d'argent, il ne peut pas avoir de coalition. Déjà parce que les délais légaux pour établir une coalition de candidature unique sont échus. Il est a presque commencé le tirage des bulletins. Celui qui se retire maintenant court le risque de perdre ses 30 millions. Il y a beaucoup de conséquences. Maintenant, ils peuvent opérer une coalition de moyens dans l'optique du Paul Biya Musgo. Ils ont parlé de la multiplication des scrutateurs afin de surveiller le vote. Mais j'ai le sentiment qu'ils ont dépensé beaucoup trop d'énergie dans la décrédibilisation du processus électoral, dans la mise en condition du peuple que le RDPC ne gagne que parce qu'il frauderait, qu'ils ont oublié l'essentiel. Vous avez évoqué ce point tout à l'heure. Se faire connaître. Stéphane Barga, vous et moi sommes journalistes, sans publicité aucune. Je crois qu'à l'heure actuelle, les 3 états-majors connus de tous les Camerounais, je vais citer 4, c'est le RDPC au centre administratif, c'est le PUS parce qu'il est voisin d'Info TV, c'est le SDF à Oulezoa et c'est l'UNDP à Eliguesono. Mais les 8 autres états-majors se situent où? Pourquoi on n'est pas au courant? Vous voyez donc que dans cette course à la médaille d'argent, il se crée une suspicion. Le porte-parole dit qu'ils sont encore dans la cuisine. Dans la cuisine, à pratiquement 50 jours. Ils sont dans une suspicion interne. Parce que chacun observe ce que l'autre va faire. Il y a certains qui disent que, par exemple, celle qui porte les pourparlers de coalition aujourd'hui, Mme Tomaino Damjoya, certains estiment qu'elle n'a pas l'aura ni la statue pour porter un tel projet parce que c'est la première fois qu'elle est candidate à une élection présidentielle. D'autres disent qu'elle a un parti pas communautarisé, mais un parti localisé à Fumban.
parce qu'on a pu observer la percée du RDPC. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Voilà. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de plaintes internes, intra-opposition, qui disrompent la confiance nécessaire, qui disrompent la capacité d'avoir un leader qui va se transcender pour le bien de l'intérêt commun. L'opposition ne montre pas qu'elle a en son sein un homme d'État. Non, je ne veux pas être le diseur de Bonaventure. Je reste dans les faits. L'opposition ne montre pas qu'elle a un homme d'État. Pourquoi? Qui incarne le leadership sacrificiel dans l'opposition? Nous avons quand même des cadres. Nous avons le président Chiroma, le président Bello, le bâtonnier Akere, nous avons Madame Dame, nous avons Cabral Libi, l'honorable. Mais Stéphane, laissez Cabral. Cabral lui a dit qu'il n'est pas dans cette affaire. Cabral, son poids politique lui permet de se déployer tout seul. Il a obtenu 7% en 2018. Il n'était coalisé à personne. Donc, sa manière de se comporter vis-à-vis de tous ces pourparlers, ainsi que je aussi montre qu'ils ne sont pas dans cette affaire. Mais n'attendons pas d'avoir, on peut avoir des coalitions. On n'est pas obligé d'avoir une seule coalition de l'opposition. Mais moi, ce que je regrette peut-être pour sortir, c'est que Bello Bouba et Chiroma sont des anciens camarades. Bello Bouba et Chiroma sont originaires du même grand espace géographique. Si coalition devait se faire, la plus rapide et la plus naturelle aurait dû déjà être opérée entre Bello Bouba et Chiroma. Mais qu'est-ce qui justifie que ceux-là qui se connaissent quasiment très bien hésitent encore entre qui sera devant? Est-ce qu'on va coaliser au point où ils se sentent le besoin d'essayer d'aller grappiner des voix chez le non-partant dont je ne vais pas citer le nom? Merci, Timothée Somba. Alors, Simon Messengue, je vais faire d'une pierre deux coups. Le dehors, pour parler comme les Camerounais, semble encore être timide. Sur le plateau, certains pensent que c'est du fait de la formation politique qui est vôtre, ou alors tout simplement du fait d'une inexistence, justement, d'un challenger de qualité qui, pour certaines langues, aurait été déjà éliminé. Est-ce que le RDPC, au cas où justement la superbe affichée antérieurement est encore validée, se satisferait d'une victoire à la Pyrrhus sans véritable challenger? Il faut comprendre que pour qui connaît l'élection, l'élection a un processus et le processus se suit. Je ne peux pas dire que le dehors, comme on dit, est timide. Je juge donc que nous sommes à un certain niveau du processus électoral. Vous savez très bien que moi j'ai vu l'engouement lorsque Elekam donnait les listes provisoires des candidats. Oui. Il y a eu un engouement, les médias, ainsi de suite, le Conseil constitutionnel également. Un engouement assez éphémère, sporadique. Éphémère, qu'est-ce que vous voulez? C'est une étape. On se positionne par rapport aux années antérieures, Simon Messengue. En 2018, c'était différent. Même pour les journalistes, on se comprend lorsque je l'ai dit, c'était différent. Attention, l'élection de 2018 a été profanée. Profanée parce qu'on est entré dans ce qui est antidémocratique. C'était des insultes, c'était tout sauf la saine concurrence politique. Il ne faut pas donc confondre l'agitation et... Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que c'est une cohabitation dont il s'agit. Non. Il faut respecter le peuple camerounais. Et le peuple camerounais, il y a un processus qui se suit. Merci. Nous avons fini avec la phase des candidatures. Le peuple camerounais est désormais au courant de ceux qui vont compétir. On parle de 12 candidats. Maintenant, chacun se prépare comme il peut au niveau du RDPC. Qu'est-ce que nous avons fait? Déjà, le président national, son Excellence Paul Biya, a mis en place une commission nationale coordonnée par le secrétaire général du comité central, le vice-premier ministre Jean Kuité, avec maintenant, nous sommes à la phase des sous-commissions techniques nationales qui vont embrayer avec le système, l'appareil jusqu'aux cellules. Il faut rappeler, on a pratiquement plus de 122 000 cellules de par le Cameroun, avec plus de 72 000 comités de base, 36 000, je crois 36 000 sous-sections et autres. Donc, tout cela est en train de se faire. C'est une élection, il faut se préparer à aller vers le peuple souverain.
Il faut donc éviter de faire dans l'agitation. Donc pour nous qui sommes habitués, qui sommes tenants du titre, on vous sent énormément serein. Est-ce que c'est pas du fait qu'il y ait une candidature que beaucoup espéraient qui manque? C'est cela qui vous amène dans cet état d'esprit-là, une sérénité en une autre pareille? Non, je rappelle que contrairement à l'élection de 2018, l'élection de 2025 a davantage de ténors. Vous savez très bien que au Cameroun, dans l'opposition, ce n'est un secret pour personne. Après le regretté John Fundi qui a eu 33% des suffrages valablement exprimés des peuples camerounais en 92, c'est Belou Boba Maïgadi qui a eu 19%. Donc il est en course. Vous ne pouvez donc pas dire que... Un allié fidèle, aujourd'hui de l'autre côté. Oui, nous le qualifions d'être un allié politique, mais aujourd'hui encore. Mais un piètre gestionnaire. Donc, mais le moment va arriver. Ben dis donc, c'est pas sérieux ça. Le moment va arriver. Non, piètre gestionnaire. Non, dans votre acceptable, alliance, ça ne dit pas ça parler. S'il est un piètre gestionnaire, ça veut dire, je comprends pourquoi vous ne rendez pas compte de ces dernières années. Vous refuyez les plateaux pour justement nous donner ce que vous avez fait pendant, vous nous dites ce que vous avez fait pendant ces dernières années. Vous créez un candidat parce qu'il s'est désolidarisé. S'il est donc piètre gestionnaire. Ministre d'État. Le ministre d'État, vous le créez de piètre gestionnaire. S'il est donc piètre gestionnaire, vous assumez ce bilan qui médiocre, comme vous le dites. Merci. Monsieur Messenga, la parole. Est-ce que vous allez me couper chaque fois comme ça? Pourquoi? Je vous coupe pourquoi? J'intervenais pour dire que le ministre d'État était votre allié, et si le piètre il mérite des égards. Et il mérite des égards. Et si le piètre gestionnaire, que le RDPC assume son choix d'alliance. Je suis en train de dire ceci. Est-ce que nous n'avons pas assumé ce choix d'alliance? Nous sommes en train de dire en fuyant le plateau. Monsieur Evouna, s'il vous plaît. Prêtez-moi de l'argent, ne me prêtez pas des mots. Je suis en train de dire ceci. C'est un très bon partenaire politique, mais un piètre gestionnaire. Sur quelle base vous le dites? Vous pouvez dire autre chose, non? Vous pouvez dire autre chose. Non, il est en train de le dire. Laissez-le dire. S'il vous plaît. On parle de l'opposition. S'il vous plaît. On parle de l'opposition. On parle de l'opposition. Docteur Jean-Moïse Mbok. Je parle calmement. Oui, vous parlez calmement. Je souhaite qu'on se respecte. Nous sommes... Timothée Somba. Jean-Moïse Mbok. En rappelant. Simon Messenga parle de son ancien allié. C'est lui qui le connaît mieux que vous. Pourquoi vous étiez allié à l'UNDP? Pourquoi le qualifier de cette manière? C'est pas juste. Merci. On va compris. Permettez à M. Messenga de parler. De cette alliance-là. Jean de Dieu Evouna. C'est l'alliance globale. C'est l'alliance dans sa globalité qui est piètre. On vous a compris, M. Messenga. Je suis à me rendre compte que si ceux qui parlent aujourd'hui avaient le pouvoir, ce serait la pensée unique. Parce que on ne peut laisser, on ne laisse pas les autres parler, on est en train de les couper. Je suis en train de dire ceci. Qualifier négativement les autres, c'est aussi la dictature. C'était une très bonne alliance politique, mais celui dont vous parlez était un piètre gestionnaire. Et le moment viendra où nous allons discuter, nous allons rendre compte de notre bilan. Ça c'est clair et net. Donc, le RDPC est serein. C'est le moment. Le RDPC est serein, non? Le moment, c'est la campagne. C'est le moment de rendre compte. Et justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut éviter l'agitation. Le processus électoral. On ne vous sent écouter. S'il vous plaît, monsieur Evouna, alors votre micro sera coupé si on continue comme ça. Non, on a dit la même chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous sens agité. Allez-y, monsieur Messenga, nous n'allons pas... Je suis en train de dire ceci. Je suis d'accord avec lui sur ce volet, c'est la vérité. Les légalistes, et le RDP c'est un parti légaliste, vous avez très bien vu que il y avait une agitation avant la convocation du corps électoral. Ils disaient, mais Paul Biya n'est même pas là, il est ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'on a souvent l'habitude de s'agiter comme ça, non? Moi, je serai candidat, moi, je ne serai pas, ainsi de suite. Et lorsque le corps électoral a été convoqué, il a été le premier candidat à dire qu'il sera candidat. Et il a donné sa ligne, oui, tout à fait. Donc, il faut éviter de croire que nous sommes qu'une élection, c'est un jeu de ping-pong. Il s'agit d'une élection présidentielle. Et à ce titre, il faut avoir du respect pour le peuple souverain. Et donc faire les choses en leur temps. Pour le moment, nous nous préparons à rencontrer. C'est vrai que nous sommes avec le peuple souverain tout le temps, mais nous nous préparons à le rencontrer dans les 15 jours qui vont suivre. Merci. Nous allons donc lui présenter ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, et ce qui est proposé d'être fait et qu'ils vont valider.
Mais nous sommes sereins. Pourquoi? Parce que l'élection n'est pas la magie. Quand vous avez tous ceux qui sont là aujourd'hui, la majorité était là en 2018, ils étaient là en 2020, élection locale. Quand vous avez un parti politique, sur les 360 mairies, il a 316. Sur les 180 députés, il a 152. C'est le bilan. Sur les 93 sénateurs, sur les 100 sénateurs, il a 93. Sur les 10 régions, il a 9 régions sur 10. Sauf à croire que vous êtes un mauvais aveugle. Vous devez comprendre que l'élection est pliée. Merci Simon Messengue. Je l'ai dit, on n'est pas encore en campagne, donc on va, les éléments techniques. On va émater les observations tendancieuses. Bonsoir Monsieur Stéphane Baga et à tous les esprits brillants qui partagent avec nous leur connaissance et intelligence. Merci. Tant pis pour ceux qui pensent que le candidat de Simon Messengue est seul face aux autres 11 candidats. Je suis réaliste. En bon africain, je crois à l'aspect mystique du pouvoir. Monsieur Paul Biya, derrière lui, tous les pouvoirs occultes agités par les chefs traditionnels qui ne sont pas en balade de santé dans cette compétition électorale majeure qui approche à grands pas. Conclusion, aucun candidat d'opposition ne va fédérer les autres parce que mystiquement, tout sera fait comme d'habitude pour qu'ils ne s'entendent pas. Je dis ça, je ne dis plus rien. Si vous voulez, ne me croyez pas. Rodrigue Adalbert et Vina, merci pour la contribution mystique, monsieur Vina. Bonsoir, monsieur le modérateur et à votre riche panel. Je vous remercie. Et le porte-parole du FSNC, c'est à cause de lui que je me suis intéressé sur cette offre politique et on le soutient jusqu'à la gare. On n'est pas encore en campagne, cher monsieur. Merci à vous. Bonsoir à vous. S'il vous plaît, j'aimerais savoir le nom de l'application pour suivre le vote. Bon, je ne sais pas trop de quoi. Qui lâche le site de l'EGAM. Par l'auteur, on va tout doucement prendre d'autres contributions. Bonsoir à tout le panel. J'ai une question pour les panélistes. Ne pourrons-nous pas dire que certains de nos acteurs politiques sont victimes de la conséquence du système colonial prolongé jusqu'à nos jours, qui se voit empêcher le droit d'être élu à la présidence? Quand on voit l'UPC, son proche en idéal Manidem, voire l'éminent candidat M. Kamto, puisqu'on suit certains professeurs sur une chaîne concurrente argumentée, il a pris un Yango ou un mauvais véhicule. C'est vrai que le message semble être assez confus. Revenez-nous de façon un peu plus claire. Bonsoir, grand Stéphane. Merci. Pour ma part, s'il y a une coalition ou deux, elle devrait être derrière Cabral, Libye et Joshua aussi. Des candidats comme Issa Chiroma et Bouba ne sont... Voilà, évitons les commentaires tendancieux. Je poursuis avec le patriarche François Bikoro. Alors, patriarche, est-ce que cela est utile pour la démocratie et surtout pour notre pays qu'on aille vers une élection, si on s'en tient au dit du représentant du RDPC sur le plateau, où tout semble jouer? Est-ce que la saine concurrence ou alors l'émulation en présence de tous les acteurs ne serait pas mieux pour éviter justement toutes ces crises post- et préélectorales à laquelle on assiste souvent avec des candidats qui estiment qu'ils ont été volés, qu'ils ont été floués par un processus électoral auquel ils n'ont pas cru? D'abord, il ne faut pas enlever la cerise sur le gâteau des Camerounais qui ont vécu 1990, 91, 92 et qui ont vécu 2018. Pour une fois que les choses se passeront dans le calme, vraiment pour les Camerounais c'est bon. Il faut d'abord que je le dise. Il ne faut pas chercher la mauvaise balle là où elle n'est pas. Pour les Camerounais, le tour-ci c'est bon. Vous êtes certain? Je vous dis que pour les Camerounais, le tour-ci c'est bon. Vous avez un échantillonnage, patriarche? Je vous dis que pour les Camerounais qui ont vécu 90, 91, 92, qui ont vécu 2018, je vous fais fi des mauvaises appréciations de la crise de Boko Haram, du nord-ouest, sud-ouest, les 50 morts et tout ce que vous voulez. Pour le tour-ci, pour les Camerounais, c'est bon. Est-ce qu'on s'accorde d'abord sur ça? Vous adressez aux Camerounais? Oui. C'est pas à moi que vous parlez. Maintenant, comme pour les Camerounais, c'est bon. Et les candidats sont Camerounais. On a beau ne pas être d'avoir les yeux et les lunettes, mais on peut quand même se rendre compte que l'écho qui vient de son voisin vous dit ne faites pas le bis de petit A. Les gens peuvent donc se dire il faut aller doucement. Moi, ce qui me gêne, c'est que, et là vous avez raison, les Camerounais peuvent aussi se rendre compte qu'on leur a perdu du temps depuis
1992. Puisque les acteurs politiques se comportent de la même manière. À la première émission consacrée à l'élection présidentielle, je vous ai dit le narratif langagé est important. L'histoire de dire aux gens que nous sommes opposition, ça n'existe pas dès qu'on convoque le corps électoral et dès qu'on a choisi les candidats à la candidature. Ce n'est que dans les intellectuels africains qui ont ce genre de langage. Vous êtes 12 candidats. Si vous habituez les Camerounais à se dire qu'il y a 12 candidats, peut-être que vous serez attentifs en voyant que chaque candidat travaille. Mais comme les candidats et ceux qui doivent éduquer les Camerounais politiquement regardent trop les télévisions étrangères. Un coup, il y a eu ceci au Sénégal. Un coup, il y a eu ceci. Au lieu de parler des Camerounais, les candidats sont 12. S'ils oublient qu'ils sont opposants, et c'est pour ça que je vous ai dit que les 11 croyaient que le 12e ne viendra plus, puisqu'ils se comportent comme si ils ne sont pas candidats. On a ils sont surpris d'être candidats. Non, ils ne sont pas surpris. Vous n'allez pas dire que un monsieur comme Belebou Maïgari, Issa Turoma Bakari, bon, je ne connais pas les nouveaux venus. Serge Espoir Matomba, je crois qu'il a sa 3e élection. Oui. Cabral Libi, c'est sa 3e élection. Si on compte les élections législatives, Akere Mouna, c'est sa 2e. Tomaï Mouna, quand on considère l'UDC, parce que vous voyez seulement Tomaï Mouna, elle a été à toutes les élections, elle est solidement ancrée. Parce que nous, les journalistes, on a toujours trompé les gens. On confond. Si quelqu'un vient ici maintenant, il vous dit Brésil contre Angleterre, ça va se jouer au stade Amadou Ahidjo. Je vous dis que les gens partiraient du Tchad. Mais ça n'avance pas le football camerounais. Ouais. Donc moi, je pense, comme je vous ai expliqué, que les gens ont été otages de ce qu'ils font depuis, sans se rendre à l'évidence que ça ne marche pas. Et je vous ai dit, si vous convoquez les stades dont je vous ai fait allusion tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention au calcul de l'après-12 octobre. Parce qu'on a eu ces calculs-là en 92. C'est plutôt là-bas l'enjeu. C'est là-bas que se trouve l'enjeu. Un coup, il faut avoir les... C'est une formalité. Non, pas une formalité. Pas une formalité. Pas une formalité. Je dis que vous soyez aveugle sans lunettes ou pas, si vous parcourez de 92 à 2025, vous saurez qui va gagner l'élection présidentielle le 12 octobre. Maintenant, si vous y ajoutez l'ingrédient, des gens qui ont lieu de se positionner vont voir les uns et les autres pour une coalition qui aurait dû se faire avant et qui est mal expliquée, et donc 2 ou 3 ténors sont déjà dit qu'ils ne sont plus là. Vous allez donc comprendre. Moi, je prenais votre thématique d'aujourd'hui comme une interpellation aux 12 candidats. Puisqu'on y a ajouté le RDPC parmi les gens qui ne... Le RDPC fait un meeting. Il a toujours fait les meetings. Oui. Vous vous attendiez quand même qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il n'y a pas d'effervescence. Nous sommes arrivés au fait que, pas qu'il n'y a pas d'effervescence, c'est que le RDPC croit que ce qu'il a l'habitude de faire fait partie de la campagne. Ces sections travaillent 24 heures sur 24, c'est sous-section travail, l'UNDP, c'est la même chose, le FNCC, c'est la même chose. Mais maintenant, on voit quelque chose qui nous rassure que les gens sont vrais en venant se positionner pour être président de la République. C'est à ce niveau. Et là, on interpelle maintenant les communicants et les cellules de communication. Vous avez l'impression qu'ils ne sont pas vrais? Je viens de vous décrire de 92 à 2018. Merci. Vous voulez que je vous parle du serpent où on s'est accroché? L'histoire a ceci de particulier qui ne s'arrête pas, mais bégaye. Les gens ont été habitués au serpent sur lequel on s'accroche quand on est en danger. Les gens, voilà, tout cela, vraiment, ça crée problème. Il est donc temps qu'ils sachent que l'élection présidentielle est déjà là, celle de 2025. Tous les bruits qu'on a eu sur les mandats impérativement impératifs et tout ce qu'on veut là, vous avez confondu ça avec la campagne présidentielle. Oui. Quand un type comme Belebouba, le premier ministre Belebouba, a en face de lui monsieur Paul Biya, oui, il ne va pas se comporter comme les mandats impératifs. Ça. Il scrute, il connaît le bonhomme. Ils se connaissent, ils ont travaillé ensemble, ils ont sauvé le pays à des moments cruciaux. Donc je vous ai dit, après l'élection, ils savent comment ils ont géré 2 ou 3 petites choses. Ils scrutent. Est-ce que Belebouba parle à Paul Biya ou bien il devrait parler au Camerounais? Mais il a en face de lui qui? Il faut convaincre les Camerounais. Mais je vous dis qu'il va les convaincre. Mais pour convaincre les Camerounais, il faut atteindre un objectif. C'est celui d'avoir les voix. C'est ça. Si vous vous mettez maintenant, tout à l'heure, vous avez blâmé quelqu'un qui a arrêté Simon Metienge. C'est ce spectacle-là que les Camerounais ne veulent plus voir. Et les acteurs savent que ce type de comportement peut les faire perdre 1 ou 2 voix. Parce qu'au soir du 12 octobre, il y aura un vainqueur.
Mais il y aura des gens qui ont gagné des plates-bandes électorales et politiques. Ils ne peuvent donc pas attaquer son adversaire, parce qu'il y en a qui se considèrent M. Biya comme un candidat simple. Il y en a qui le considèrent comme un président de la République. Il y en a qui le considèrent comme quelqu'un qui a toujours gagné. Tout ceci se met en place pour qu'au soir du 12 octobre, quand on a bien maturé ses calculs et ses intérêts, on peut faire comme en 92, merci, comme on peut faire comme en 2018 et 2020. Merci. Jean-Dieu Evuna, il y a une sortie qui m'a particulièrement interpellé, moi, en tant que journaliste, c'est celle de Monseigneur Cléda, qui s'offusquait du fait qu'on aille vers une élection. Il a avancé un montant, il a évoqué le chiffre assez onéreux de 50 milliards, et que pour lui, il ne considère pas l'urgence de cette élection-là. Il a l'impression qu'on assiste à une formalité, mais une formalité qui coûte cher aux contribuables camerounais. Et lorsque l'on voit un peu le déploiement des acteurs, beaucoup ne sont pas loin de penser comme Monseigneur Cléda que justement, c'est une formalité qui coûte cher. Est-ce que c'est une formalité qui coûte cher? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le peuple, il faut écouter le peuple. Le peuple profond a besoin de changement, aspire au changement, aspire à une alternative. Et je crois que si le prélat, Monseigneur Cléda, oui, qui est chaque dimanche devant les gens, écoute encore le peuple, il y a urgence d'espérer et de croire à une alternative et à un changement. Mais maintenant, pour revenir au niveau de la thématique, deux clichés se dégagent, deux ou trois clichés se dégagent pour analyser la question de savoir qui pour fédérer l'opposition. Allez-y. Le premier cliché, c'est ces candidats qui cumulent avec eux l'âge, l'expérience et l'ancrage communautaire. Ils sont cumulativement presque même côtoient l'âge du candidat sortant. Oui. Et quand vous allez regarder, ils ont été moulés dans le même moule que celui que le candidat sortant. Qu'ils veulent renverser aujourd'hui. Qu'ils veulent renverser aujourd'hui. Je ne pense pas que c'est une observation, c'est parce qu'il manque d'innovation. Sur ce plan-là. Ils se ressemblent trop. Ils se ressemblent trop. Ils se ressemblent trop. Parlons au Camerounais. Oui, Bello Bouba Magari ressemble à Issa Chiroma Bakari, qui ressemble à Paul Biya, qui pourrait ressembler à Keremouna. C'est ce que vous voulez nous dire? Il venait de le dire. Non, est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a dit? En disant que ils se connaissent. Et voici ce que le doyen se connaissent, ça veut dire se ressembler. Justement, ils ont travaillé, ils ont fait des choses ensemble. Ça veut dire qu'ils sortent du même moule. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez au fond, vous constaterez avec moi qu'ils n'ont que pour atout l'expérience, l'âge et l'encre. Ils n'ont que pour atout. C'est ce que je cite là. L'expérience, l'âge, le vrai atout là. Non, laissez-moi. L'âge et l'ancrage communautaire, parce que la plupart d'entre eux, vous allez constater que leur assise n'est pas sur le plan, n'est pas au niveau national, c'est au niveau de la communauté. Oui. Mais quand vous regardez, question idéologique, innovation, stratégie, bilan, projet. Simon Moussengé a dit que l'autre était... Non, je ne voudrais pas, je ne dis pas, je n'assume pas ce que... Je dis tout simplement que lorsque vous allez regarder, ils ne parlent presque pas de projet. Ils ne parlent pas d'innovation. Ils n'ont pas d'idéologie. Leur idéologie, c'est l'idéologie de là où ils sortent. Et de là où ils ont toujours été. C'est des aristocrates, enfin. Tous. C'est des aristocrates. C'est des aristocrates. Ils n'ont pas de projet. En français facile. C'est-à-dire des gens qui vivent dans la royauté. Oui. C'est-à-dire, ils sont comme celui qui sort. Incroyable. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de projet. Donc on pourrait remplacer le président Biya par Issa Chiroma, ce serait la même chose, selon vous. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent, puisqu'il sort de là? Mais il est parti. Et un communicant du régime venait de dire qu'il serait piètre pendant plus de 20 ans d'alliance. C'était Bellouboua. Voilà, qu'il serait piètre gestionnaire. Alors vous pouvez comprendre avec moi qu'il est question ici des gens qui ne peuvent pas innover et qui n'ont pas de projet, pas d'idéologie. Depuis que je les écoute, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire ici, si l'un d'entre eux a évoqué
C'est justement simplement que tellement ils savent qu'ils connaissent l'homme d'en face, qu'ils vous disent qu'ils peuvent apporter le changement par quoi? Par leur expérience et non par un projet. Un projet convaincant. Le deuxième cliché, nous avons donc ces jeunes qui sont reprochés de n'avoir pas d'expérience, qui n'ont pas une carrière, ni dans la fonction publique, ni dans ceci, ni même sur le plan international, comme un autre aristocrate qui est en course, un autre aristocrate qui est en course, et il leur est reproché qu'ils n'ont pas d'expérience, ils sont jeunes, mais vous constaterez avec moi que ce sont eux qui innovent, ce sont eux qui comprennent. Ils innovent? Oui, avec des projets. Avec des projets. Quel jeune innove? Soyons sérieux. Je vous permets de citer un jeune qui innove. Permettez-moi. L'innovation ici, c'est... D'abord, un homme politique, c'est son projet politique. Oui. C'est son idéologie. C'est pas un profil psychologique de l'homme. En quoi le projet politique du jeune Cabral, entre guillemets, serait différent du vieux Chiroma, entre guillemets aussi? Est-ce que je connais d'abord celui du vieux Chiroma? Est-ce qu'il en a d'abord? Oh là là. Ou alors Bello Bouba. Est-ce que depuis qu'ils ont démissionné, est-ce qu'ils nous ont présenté, ils font des sorties surtout, je crois que le porte-parole du FNSC va parler. Est-ce que depuis que le père Chiroma, je préfère l'appeler comme ça, depuis qu'il a fait des sorties, je crois qu'il est 4e ou 5e, il nous a parlé d'un projet? Il nous a parlé d'une idéologie. Vous êtes attentif à sa communication? Je suis attentif. Je suis attentif. Et je dis une chose. Est-ce qu'il a parlé d'un projet de manière spécifique? Mais par contre, nous avons des jeunes comme Cabral, qui sont arrivés, qui ont présenté un projet. Ils peuvent ne pas plaire, mais quand même, ils innovent avec des projets. Nous avons comme Matomba, qui se viennent, vous voyez, un construit, c'est-à-dire Cabral part d'un point, il construit un projet, peut-être qu'il ne plaît pas, je ne suis peut-être pas pour. Matomba part d'un point, il progresse, c'est une construction et il présente un projet. Nous avons Hiram qui arrive comme un cheveu dans la soupe, mais quand même qui présente un projet. Voyez-vous? Quel est le projet d'Hiram? C'est la jeunesse. Je vous arrête, on est là. Le projet d'Hiram. Quel est son projet? Rime avec le panafricanisme. Non, quel est son projet? On n'a pas demandé l'allusion. Quel est son projet? Ça, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Justement, rime avec le panafricanisme, le nationalisme. C'est ça dont le Cameroun a besoin aujourd'hui? Écoutez, le Cameroun a besoin aujourd'hui d'une alternative nationaliste et souverainiste. Merci. Et je voudrais ajouter à cela. Pour chuter, Jean, je voudrais ajouter à cela qu'il y a d'autres caractères que ces jeunes apportent. Alors, on n'est pas dans un combat générationnel entre les candidats. Merci pour votre contribution. Okay. Merci. On va essayer, avant que M. Abenan prenne la parole, de relayer une ou deux contributions. Nous avons un régulateur. Nous avons justement quelqu'un qui veille sur les propos qui sont tenus sur nos différentes plateformes. On n'est pas encore en campagne, nous sommes en pré-campagne et on évite les discours qui peuvent orienter les décisions. Surtout qu'on l'a reproché à Simon Metienge tout à l'heure. Oui, on l'a reproché et on va le faire la même chose. Retombe dans le même coup. On va faire la même chose avec la nostalgie de 2018. Lui-même. Bonsoir. Les jeunes ne perçoivent, voilà s'il vous plaît. Les jeunes ne perçoivent plus de différence entre les opposants et les membres du système en place. Idéologiquement, toutes les parties présentent les mêmes choses. Beaucoup d'opposants sont à la recherche d'une tribune ou poste et les jeunes s'en sont rendus compte. Ils comptent aujourd'hui sur l'ajustement naturel. Merci pour la contribution. Rapidement celle-ci, n'appelez pas. Bonsoir le studio, je m'adresse particulièrement aux adeptes du RDPC qui pensent qu'ils seront éternellement au pouvoir, qu'ils se préparent à quelque chose. Merci à vous, cher monsieur Ousmano. Bonsoir à vous. Nous croyons encore au changement dans ce pays. La dernière décision revient à notre professeur. S'il voulait vraiment au changement, il n'a qu'à choisir un des candidats sur les 12. Malheureusement, vous n'avez pas cité de quel professeur il s'agit. Peut-être, vous parlez du professeur Onangini. C'est aussi un influenceur. Il n'était pas candidat. Ou Baïbek qui était candidat. Bonsoir, monsieur le plateau. Le président du NPC nous fait comprendre que le candidat Bello Bouba est un piètre gestionnaire. Autrement dit, depuis près de 30 ans, ils le savent, mais l'ont gardé au point d'en faire ministre d'État. Donc, si M. Bello est piètre, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a plus d'autres ministres actuellement piètres? Par conséquent, le gouvernement de M. Biya n'est pas loin de là. Merci à vous, Landry, depuis Ebolova.
Bonsoir à vous, monsieur Stéphane Barga et à ton panel. Vraiment, arrêtons de tromper les Camerounais. L'opposition ne pourra jamais se réunir parce que dans l'opposition, il y a déjà opposition. Comment voulez-vous gagner un adversaire qui est les arbitres, les commissaires du match et vous partez jouer en rang dispersé? Il n'y aura pas de miracle le 12 octobre. Seul le Tout-Puissant peut sauver le peuple camerounais. Merci à vous. On prend autant que faire se peut. Ce qui est clair, c'est que la tâche est difficile. On ne pourra pas. Et vous n'appelez pas. Nous sommes en direct, s'il vous plaît. Bref. Je vais revenir à cette séquence plus tard. Timothée Somba, nous avançons dans le débat. La réflexion se porte sur les profils, justement, des candidats, ceux de l'opposition particulièrement, qui ont en face d'eux quelqu'un qui a l'appareil de l'État, qui a l'expérience, qui a la vision, qui a l'ancrage institutionnel et même local. Quel est le profil dans l'opposition qui pourrait être, à la moindre mesure, capable de fédérer autour de son projet une candidature qui peut, ne serait-ce que faire bouger les lignes et un peu effrayer justement le parti de M. Simon Messenguer? Je vais me référer à Alain qui disait que le plus grand art de l'homme d'État est de savoir concilier les intérêts particuliers avec le bien général. Une fois que je l'ai dit, il me suffit de regarder le génotype des 11 candidats. Oui. Lequel d'eux incarne le leadership sacrificiel? Quelqu'un qui est capable de s'abandonner pour le bien des 11. C'est comme ça le leadership chez vous? C'est cela. S'abandonner pour les autres? S'abandonner, c'est-à-dire... Ou alors fédérer autour de soi? Non. On fédère pour la présidentielle en s'abandonnant. Pour non pas faire ce qu'on veut. Oui. Mais faire qu'autour de soi, les gens comprennent ce qu'il faut. Et c'est donc là où tous les 11 candidats butent. Parmi eux, il n'y a pas un seul que vous pouvez sauver? Il n'y a pas un qui fait rêver les autres. Il n'y a pas. Moi, je n'ai pas envie d'être celui qui donne les points à certains candidats. J'ai l'honnêteté de dire que, au fond de moi, je soutiens le président Paul Biya. Mais ma posture sur ce plateau m'oblige à une certaine neutralité. Cette neutralité fait donc que je ne vais pas dire qu'il y a tel, il y a tel. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un candidat d'opposition? Le docteur Evuna tout à l'heure a jeté les bases. Il faut un candidat du consensus. Il n'y en a pas? Il faut un candidat d'expérience. Il faut surtout un candidat du moment. Qui parmi les 11 s'est positionné comme l'homme du moment? Qu'est-ce que vous mettez dans le moment? Ça veut tout dire. L'homme du moment, c'est si nous avions des sondages crédibles, celui qui caracole en tête des sondages, celui dont le projet politique et l'idéologie sont susceptibles de fédérer les autres. Oui. Et pourtant, vous avez 11 projets presque diamétralement opposés. Vous prenez Joshua aussi avec son fédéralisme. À chaque élection, il vient avec le fédéralisme, il récolte 5%. Il ne comprend pas que ça ne passe pas. Mais il revient. Il refuse d'écouter ce que Einstein avait dit, que la plus grosse, je ne dis pas qu'il est bête, bon, je ne vais pas utiliser le mot bête, la plus grosse erreur de l'humanité, c'est de penser qu'en répétant les mêmes causes, on aura des résultats ou des effets différents. Ouais. Depuis, je sais pas, depuis 1992. Alors, SDF, qui tombe sur le SDF, voilà. On va pas faire une fixation dessus. Avec le fédéralisme communautaire, qui a eu 7% lors de la dernière élection, 6% lors de la dernière élection, autant pour moi. Même pas ça. Et qui s'est dit... Monsieur Messenguer, vous n'avez pas la parole. Non, mais c'était juste pour non. préciser. Là, vous êtes très précis. On vous voit. Qui a eu 6% avec Univers, mais qui avait ému l'opinion de par ses chroniques sur les médias. Et là, on souligne l'importance de la médiacratie positive, parce que c'est grâce à elle que certains candidats ont pu se faire connaître, le cas Cabral justement, qui est rentré après dans le fédéralisme communautaire conçu par lui. Sauf que le fédéralisme communautaire se heurte à un défaut consubstantiel, un défaut quasiment congénital. On a l'impression que c'est une pâle
projection du libéralisme communautaire. Il n'y a que la prémisse qui change. Ici, on a libéralisme, là-bas, on a fédéralisme. Mais à côté, on a communautaire. Ça ne parle pas au Camerounais, selon vous? Stéphane Barka, ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Je précise que vous avez une affinité pour le président Paul Biya. C'est normal que je ne parle pas à vous. Je l'assume. Mais vous voyez que mon propos, dans le sens, parle au président Paul Biya. Non, le fédéralisme communautaire ne parle pas. Quand vous prenez les 10 régions du Cameroun, toutes les 10 régions sont du point de vue clanique, ethnique, cosmopolite. Il y a à peine une région homogène. Vous ne pouvez donc pas dire aux Camerounais que vous allez dépasser les 10 régions pour avoir des régions homogènes. Région Bassa, région du Mbam, région... C'est pour former quel type d'État? Pour rentrer à l'antiquité de l'esclavage intra-africain, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut qu'ils se réadaptent. Le docteur vous a souligné l'innovation chez les jeunes. Mais moi, je ne vois pas l'innovation chez ces jeunes. Et c'est justement ça le gros problème de ces hommes. Vous voyez quoi? Ils n'innovent pas. Ils veulent plaire sans innover. Parce que celui qui veut innover fait preuve d'humilité. Quand on est 12 candidats à une élection présidentielle pour un État qui a 60 ans, c'est une honte. Il ne devrait pas être plus de 5. Pourquoi Hiram n'a pas fait ses classes? Pourquoi Bouga Hakbe, à peine qu'il a pris la retraite, là où il travaillait, ou ça, à la Banque mondiale, ou c'est où, arrive, il ne fait pas ses classes. On a donc des gens comme ça qui n'ont pas un parcours politique travaillé, mais qu'ils pensent qu'ils peuvent diriger le Cameroun et qui atterrissent au Cameroun un an avant l'élection, juste pour se faire adouber la candidature et croient qu'ils vont gagner l'élection. Voilà un premier problème qu'il faut résoudre. Il faut qu'en Afrique, on comprenne que la politique est une carrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les qualifie d'entrepreneurs politiques. La politique, c'est une carrière. On doit vous voir commencer. Je ne veux pas jeter des fleurs, mais Cabral, Joshua aussi, on les a vus commencer. Serge Espoir Matumba, on l'a vu commencer. Akere Mouna même, c'est vrai qu'il est entré dans la présidentielle une seule fois, mais il a un parcours. Et si quelqu'un pouvait fédérer l'opposition, ça aurait pu être un Akere Mouna. Sauf qu'il a un dangereux passif. Il s'est allié au candidat du désordre en 2018. Ça vous engage. Merci. Et croyez-moi, ça le rattrape. Merci. Ça le poursuit. Merci, Timothée Somba. Autant d'une rapide doyen. Oui. 30 secondes, M. Messengue va prendre la parole. Oui, M. Messengue va prendre la parole. Jean-Maurice Mbok. On ne vous a pas oublié. Vous n'avez pas à vous expliquer sur votre gestion de la parole. M. Messengue va prendre la parole. Allez-y, doyen. Rapidement. Je voudrais d'abord faire une précision. Vous nous avez appelé ici pour savoir qui pour fédérer l'opposition. Tout le monde est sur l'opposition. On ne nous a pas appelé ici pour faire les analyses des projets de société. Merci. Ou un procès à l'opposition. C'est valable pour tout le monde. Carrément un procès. C'est dommage. Vous l'avez dit, doyen. Voilà. Votre contribution avant que M. Messengue ne prenne la parole. Tout à fait. Moi, je pense, dans une analyse froide, il y a sur les 12 candidats, tous sont candidats présentés par des partis politiques qui ont fait l'élection. Tous, c'est la chance que nous avons. Tous ont été. Donc il faut d'abord se dire qu'il y a d'abord le parti politique qu'il a choisi, qui a un bilan, qui travaille. On n'a pas, même si on allait le chercher à la Lune, mais il a été présenté par une institution politique reconnue dans notre pays et qui travaille. C'est cette institution politique-là, en fait, c'est leur procès que nous sommes en train de faire ici. Ce n'est pas le procès du candidat. Parce que nous avons la chance que tous les candidats sont présentés par des partis politiques. On a même une autre chance. C'est que plus de la moitié de ces gens-là ont travaillé ensemble quelque part. Et je suis toujours contre les gens qui disent que parce qu'on est candidat hors du RDPC, on a pour ennemi tel. C'est des Camerounais qui sont venus nous présenter un projet de société. Nous, on leur dit seulement qu'on est surpris que la grande émulation qui s'est passée avant, subitement tout est calme. Et comme on a vécu de 92 à 2025, on commence à dire que est-ce que vous allez nous refaire le même schéma? Mais on ne peut pas venir dire ici qu'on ne connaît pas Bello Bouba Maïgari, ancien premier ministre de la République. Qu'on ne connaît pas Issa Turema Bakari, ministre, porte-parole du gouvernement de la République, qu'on ne connaît pas Serge Espoir Matumba,
dont le Mimi a été élu, on connaît tous les 12 candidats parce qu'ils représentent une formation politique. Mais on leur dit, ça semble un peu trop calme. Les activités qu'on avait vu les partis politiques faire avant l'élection, c'est parti où? Le peuple veut savoir où est-ce qu'ils sont partis et certains vous disent qu'ils sont en train de faire les alliances et les négociations. Et le peuple peut se dire que si demain alors, le mille pattes et le crabe... À quel moment nous sommes à 2 mois, doyen? C'est la bonne question, nous sommes ici pour les interpeller. On leur demande c'est à quel moment qu'on va même savoir ce que vous voulez faire. Vous nous seulement que vous êtes en train de faire les coalitions. J'ai vu, il y a une coalition qui marche d'ailleurs. Je crois que c'est 2 ou 3 candidats qui ont dit qu'ils veulent faire la coalition. Reconnaissons qu'ils n'ont pas les moyens pour être dans les 37 000 bureaux de vote. Il y a certains qui disent que la seule coalition qui peut être faite maintenant est celle de surveiller les bureaux de vote en étant honnête. Si je suis à Samalima, je représente quelqu'un, je dis je surveille. Et quand il y a contentieux demain, tu peux venir comme témoin pour dire au moins j'étais présent à ce niveau-là. Mais vous n'allez pas demander à des gens qui se sont arc-boutés à traverser le tamis qui a eu lieu au conseil électoral, un tamis difficile. Ça ne suffit pas. Ils sont même allés en insistant pour aller chercher à percer le trou au tamis du conseil constitutionnel. Vous leur demandez aujourd'hui de ne pas se positionner comme candidat. C'est une mauvaise chose. Merci, grand Dieu Vouna. Bonsoir Stéphane Barga, très belle émission. Toutefois, Simon Messengue doit laisser les bouffes. Où est le candidat de son parti politique? Il est quasiment absent. Outre son absence, on constate également que la présidence est devenue un lieu de concertation stratégique. Quelle aberration que cette dite concertation ait lieu au comité central du RDPC. Et si réellement le RDPC n'a rien à craindre, qu'il participe au débat avec les autres candidats afin de nous prouver qu'il est réellement l'homme de la situation. Et s'il ne peut pas descendre, et s'il ne peut pas qu'il descende sur le terrain, lorsque la campagne va arriver, il faut dire de plus à M. Essombake Hiram a un parcours, car en 2018 par exemple, il était l'un des porte-parole de Maître Akeremouna et bien avant, il a travaillé pour Edith Kawala. Merci à vous Bertrand Mbara pour l'abondante contribution. Alors, Simon, je ne vous raconte pas. Simon Merengue, je me tourne vers vous. Il est un spin docteur. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Timothée Somba. C'est pas pour que vous réagissez. était aussi... Simon Messengue, alors, aujourd'hui, vous vous rappelez la superbe de votre candidat sur, justement, l'esclandre ou alors l'emprise territoriale, est-ce que le principal danger n'est pas de l'intérieur du RDPC? Lorsque l'on sait justement que lors du parcours vers le conseil de l'ECAM, lors du parcours vers le conseil constitutionnel, il y a eu quelques éclats de voix. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que justement ceux-là qui s'inquiètent de l'absence de votre candidat sur l'espace public n'utilisent ce constat pour justement poser des questions quant à son leadership à la tête du RDPC? Vous savez, il n'y a pas de problème au sein du RDPC. Mais comme je l'ai dit, évidemment, l'opposition ne cherche pas à séduire le peuple. Il cherche plutôt à chercher les pouces sur une tête nue, le RDPC. Vous savez, le président de la République est l'homme qui a un état civil, je l'appelle souvent le bel âge, et un état de service. C'est de ça dont on a besoin. C'est cela en priorité que le peuple souverain... Est-ce que les Camerounais ont besoin d'un état de service ou alors de voir le président? Cela, pour certains, va de pair. Écoutez, vous parlez de voir le président. Le président, il y a quelques jours, moi je l'ai vu. Où? Nous l'avons vu à la télévision nationale, certainement même à la télévision Info TV. Oui. Mais il y a une situation, je crois qu'il ne faut pas distraire les Camerounais. Une élection ne veut pas dire on veut voir le président, comme si le président est perdu. Non, je crois que... Permettez que j'y aille. Sur la même problématique, Simon, je vous permets d'avancer dans la pensée. Alors, comment est-ce que vous... C'est vrai qu'il y a eu des premières listes qui sont sorties en termes de responsables pour la campagne. Comment est-ce que vous envisagez votre campagne sans votre champion? La campagne sera faite sans lui. Avec lui, il aura une apparition particulière. Ou alors, tout simplement,
comme elle a débuté là avec vos différentes représentations locales. Comment elle va se passer? Stéphane Barga, je ne peux pas commenter les commentaires. Je vais vous dire une chose. Moi, je pose des questions, c'est pas un commentaire. C'est pas une question. Vous me dites que... Comment est-ce que votre campagne va s'articuler? C'est une question simple, Simon Msenge. Vous me demandez clairement comment elle va s'articuler. Oui. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que le président national du RDPC a déjà mis en place une commission nationale de campagne. Ça veut dire que ça sera sans lui? Écoutez, mais comment ça sera sans lui? C'est pas le candidat. Mais comment vous pouvez... C'est pour ça que je suis en train de dire qu'en réalité, nous sommes là en train de sortir à côté du vrai débat. Vous dites qu'un candidat ne sera pas là. Il vous a dit qu'il ne sera pas là. Non, mais écoutez. Quand on insulte l'opposition, c'est un vrai débat. Je crois qu'à un moment donné, le peuple camerounais est incroyable. Il est suffisamment mature, ce qui fait que nous lui devons beaucoup de respect. Le président de la République est candidat à sa propre succession, candidat national, candidat du RDPC, et donc il sera à l'élection présidentielle, il va battre campagne. C'est de ça dont il est question. Maintenant, si vous voulez, comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dit que le RDPC est très serein. Parce que quand je vois tout ce qui se passe, même les médias jouent ce jeu. On dit qu'on sort de l'essentiel. Nous sommes à quel niveau du processus électoral? Nous sommes à tel niveau? On nous dit que non, on ne voit pas le président. On ne fait pas ceci. On crée un faux débat. On en a créé une fois ici. Le président était en congé, il a fait un mois. On dit, mais il est à mort, il est ainsi de suite, ainsi de suite. On crée des faux débats alors que les Camerounais ont une vraie chose. Une élection présidentielle, bon Dieu, c'est quelque chose de très délicat. Sur la base duquel nous devons nous concentrer. Aujourd'hui, vous parlez de l'opposition. Comment est-ce que le RDPC se déploie? Vous dites que le RDPC, voici là où il en est. Le RDPC est à ce niveau-ci. Et ce que nous disons, c'est que pourquoi nous avons choisi Paul Biya? Parce que c'est lui qui a le meilleur. On n'est pas en campagne, Simon Msenge. Je suis en train de vous dire. Oui, le temps de la campagne arrive. J'ai un problème. Non, le temps de la campagne arrive. J'ai un problème. Oui. Sauf si vous venez ici me demander de parler de l'opposition. Non, je ne vous demande pas de parler de l'opposition. Je dis qu'on n'est pas encore en campagne. Attendez, qui vous a dit que je suis en campagne? Mais vous voulez lister le bilan du président Paul Biya, cela pourra s'assimiler à de la propagande. Vous m'avez posé. Non, c'est pas la propagande. Oui, parce qu'à un moment donné, vous m'imposez de parler des candidats d'opposition. Vous dites qui fédérer? Qui fédérer, ça veut dire que vous... Non, je ne vous ai pas posé cette question. Attendez, non. Je connais les questions que je vais poser. Je ne vous ai pas posé cette question, Simon Msenge. Vous me posez une question, je vous dis que... Vous me demandez si le président national sera là. Oui. Alors vous me demandez pourquoi alors qu'il est candidat. Ça veut dire que vous-même vous êtes en train de... C'est une question biaisée. Non. Ça veut dire que vous supposez qu'il ne sera pas là. Non, je ne joue pas à ce jeu. Écoutez, quelqu'un qui a posé sa candidature, vous demandez s'il sera là. Mais justement, on attend certains, avec l'expérience et le vécu d'ailleurs, attendent de voir un candidat sur le terrain. C'est la question que je pose. Est-ce qu'il a fait une campagne électorale sans être là? C'est à vous de répondre, c'est pas moi. Non, vous me demandez que est-ce que le président sera là? Oui. Mais attendez, c'est-à-dire que vous supposez, dans le sous-conseil camerounais, vous voulez dire qu'il ne sera pas là. Pour moi. Alors, répondez pour vous, Simon Msenge. Paul Biya, qui a le meilleur état de service, parce qu'il a 43 ans de magistère et près de 60 ans de haute administration, est notre candidat et il sera présent. Il sera présent pour présenter son bilan, pour présenter ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va proposer aux Camerounais de faire par la suite. Merci Simon Msenge. Alors, Jean-Moïse Mbok, porte-parole du candidat Issa Tchiloma Bakary. La question que l'on pourrait se poser, et justement je vois nos plateformes qui se remplissent de questionnements et même d'états-majors qui nous suivent attentivement. Je précise que certains états-majors contribuent même justement à ce qui est dit sur ce plateau. Quels sont les atouts? Et là je pose une question pour faire égalité sur ce plateau. Quels sont les atouts sur lesquels justement une candidature comme celle d'Issa Tchiloma Bakary pourrait fédérer les autres de l'opposition? Alors, je vais commencer par reprendre ce que le doyen a dit dans son premier propos. Oui. Le peuple camerounais est mature, le peuple camerounais est responsable et aujourd'hui, il sait lire entre les lignes et comprendre quand il y a une conspiration. Et je me rends bien compte que sur ce plateau, hormis le doyen, il y a, je ne parle pas du RDPC parce qu'il n'a pas parlé de l'opposition, il y a une volonté d'humilier l'opposition, de rabaisser l'opposition et de donner l'impression qu'elle ne vaut rien. Mais en fait, l'opposition naît de quoi? L'opposition naît d'un constat d'une réalité
Quel Camerounais va dire aujourd'hui que tout va bien? Quel Camerounais va se lever et regarder notre nation et dire que non, il faut acclamer? L'opposition donc se lève pour apporter des solutions. Oui. Et les solutions que l'opposition apporte... il faut acclamer. Les solutions que... Mais ça, c'est vous. Les solutions que l'opposition apporte, il est donc question aujourd'hui de nous concentrer sur le peuple qui connaît ses souffrances, ses peines et ses douleurs. Et non les petites paroles difficiles qu'on nous lance à gauche, à droite. Non, il faut le dire. J'ai posé une question, s'il vous plaît, permettez-moi de régler ça, s'il vous plaît. Je vous en supplie. J'ai dit c'est pas que les téléspectateurs retiennent les propos inutiles et difficiles contre la totalité de l'opposition. Vous n'êtes pas juge de ce que les téléspectateurs retiennent, Jean-Moïse Mbok. Je pose une question qui concerne votre candidat. Quels sont les arguments sur lesquels il se fonde, qui pourraient fédérer autour de lui ses autres collègues de l'opposition autour de sa candidature? Une fois que vous avez dit qu'il y a eu des paroles, des attaques contre vous et les membres de l'opposition, est-ce qu'on peut avancer sur la réponse à la question? Le président Issa Tiroma Bakary, quand il démissionne du gouvernement, il explique clairement les raisons pour lesquelles il s'en va. Il a cru que les choses allaient changer. Il a cru fortement que son apport allait avoir un impact et se rend compte malheureusement que les choses ne vont pas comme elles devraient. Et il décide donc de consulter. Et dans ces consultations, il mesure davantage la peine des populations. Et c'est comme ça qu'il choisit de démissionner. Et quand il démissionne, il communique immédiatement. Il fait une adresse au peuple en rappelant les problèmes que le peuple a, les défis que le peuple a et les solutions qu'il propose. Deuxième sortie, il explique pourquoi il est parti du gouvernement et il fait le bilan. Et quand il a fait le bilan, il sort donc un document, un document qui comporte des mesures en 24 points qui sont sur l'emploi, la santé, l'éducation, la justice et l'unité nationale. Mais c'est en fait le résultat d'une consultation. Non, ce n'est pas un programme. C'est le résultat d'une consultation qui vient simplement... Permettez-moi de faire mon travail. Ça va. Je fais mon travail et j'ai dit, pour faire un peu d'équilibre, pour répondre à ce que vous avez fait sur ce plateau. Allez-y, Jean-Moïse. Je suis habitué, ça ne me dérange pas. Je suis habitué. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, Issa Tiroma Bakary, premièrement, contrairement à ce qu'on essaie de vouloir faire croire, c'est une opposition, c'est un homme de l'opposition pur et dur, qui a toujours été du côté des populations, qui s'est toujours tenu avec le peuple. Et ceux qui connaissent l'histoire politique du Cameroun, c'est bien par une alliance et des concertations dans l'esprit d'apporter un apaisement général que l'UNDP rentre dans ce partenariat et cette alliance avec le RDPC. Plus tard, ça va être le FSNC. Plus tard, ça commence par l'UNDP. Plus tard, il y a séparation, il y a le FSNC qui est créé. Quand le FSNC est créé et qu'il revient au gouvernement, c'est avec le FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun. Et dans cette dynamique, ce n'est pas un ministre qui s'assied et qui se croise les doigts. Partout où il est passé, il a laissé un bilan. Ceux qui, par mauvaise foi, disent « on n'a pas l'information », je vais leur donner l'information tout à l'heure parce que je l'ai. Il a fait le bilan et il a expliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait de Issa Tiroma Bakary, la référence? Parce qu'il a une maîtrise de l'opposition, il comprend les problèmes des Camerounais, il a l'expérience d'avoir été à l'intérieur, donc la maîtrise des dossiers, la gestion des dossiers. Et aujourd'hui, qui se met en face, il est le candidat non seulement de la rupture, de la transition, parce qu'on comprend clairement qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on peut mieux faire, qu'on peut améliorer. Et à côté de ça, quand quelqu'un ici parle d'humilité, s'il y a quelqu'un qui allait vers les autres et vers qui tout le monde vient, c'est Issa Tiroma Bakary. Il peut fédérer ses collègues, mais là, ça va dépendre d'eux. Mais je dis très bien qu'en termes de relations, moi qui suis à côté de lui, il a rencontré tous les partis d'opposition, tous ces différents présidents, soit qui sont venus à sa résidence, soit il allait vers eux. Donc, en termes de fédérer, Issa Tiroma Bakary aujourd'hui jouit de l'expérience, jouit de la maturité, jouit des relations intérieures et extérieures. Et je rappelle que quand il faut parler du Grand Nord, celui qui fait la liaison entre le Grand Nord et le Grand Sud, c'est Issa Tiroma Bakary, parce qu'il a vécu dans le Grand Sud, il a vécu à Douala, il a vécu à Yaoundé, et il a gardé sa base, qui est le Grand Nord. Mais aujourd'hui, je sors une élection présidentielle, une élection présidentielle
Une élection, s'il vous plaît. Non, je dis une élection non. présidentielle n'est pas une élection locale. Oui. On s'adresse à toute la nation. Arrêtez de vouloir limiter les gens à des bases. On parle à tous les Camerounais dans les 4 coins du territoire. Merci. Ça va être difficile, puisque on est encore en pré-campagne. Ça va être difficile. Non, c'est pour vous. Ah, vous pouvez vous arrêter aussi. Jean-Maurice Mbok, ça va être difficile. On se comprend. Pour vous. Ça va être difficile. Jean de Dieu, on est en train de sortir. Alors vous, l'acteur des sciences sociales, expert de la société civile, quel conseil? Nous sommes à 2 mois. Quel conseil pour nos amis opposants qui veulent faire bouger les lignes? En 1 minute, nous restons 5 minutes précisément. J'ai présenté 2 clichés. Il est nécessaire que, malgré ces 2 clichés, il est nécessaire de faire fusion, de fédérer. Mais pour cela, il faut noter certains points. Il y a l'idéologie, il y a la stratégie. Il y a encore le temps pour tout ça. Justement, c'est ça. Mais surtout, il y a le financement. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Rien que pour les scrutateurs, au niveau de l'opposition, il faut 90 000 scrutateurs. Et il faut près d'1 milliard de francs pour les payer ce jour de vote-là. Pour les payer. Près d'1 milliard. Donc, est-ce que l'opposition... Oui, je dis bien, il faut 90 000 scrutateurs. Si on va croire, si l'opposition veut contrôler le vote, il faut 3 par bureau de vote. Il faut environ 1 milliard de francs. Environ. Moi, j'évoquais un conseil. Vous c'est le suivant. Le conseil, c'est qu'ils se mettent ensemble, d'abord sur les questions logistiques. C'est-à-dire, celui qui a de l'argent peut incarner l'opposition. Celui-là qui peut poser les 1 milliard. Pour vous, c'est une question d'argent. Mais il faut de l'argent pour battre campagne. Une élection présidentielle, c'est près de 10 milliards. Merci. Et qui a 10 milliards à l'opposition, les autres peuvent donc suivre et dire j'ai 10 milliards, je prends la tête et suivez-moi, et ils se partagent le gâteau en termes de vision, de stratégie, de technique. Merci Jean de Dieu Evuna, merci à vous. Un bonsoir particulier au conseiller Benoît Fridjé de Yaoundé 7. J'ai vu l'abondante contribution. On va, les prochaines fois, le permettront certainement de relayer justement ce que vous dites là. Merci à vous, Benoît Fridjé. Alors, Timothée Somba, un conseil, vous, l'acteur du monde médiatique, à la forte inclinaison RDPC pour l'opposition. Il a dit qu'il est biaïste. L'élection n'est pas de l'occultisme, Stéphane Barga. C'est une opération technique, statistique et mystique. Et le prochain leader, qui selon les statistiques sera Paul Biya, a besoin que le peuple lui renouvelle la confiance. Il ne faut donc pas, comme Monseigneur Cléda donne l'impression que l'élection ne sert à rien. Le dirigeant qui a besoin du soutien du peuple pour achever son projet de nationalisation, souverainisation du Cameroun, a besoin que le peuple lui demande. Maintenant, moi, je ne vais pas donner de conseil à l'opposition, étant donné que je supporte Paul Biya. Je vais donner un conseil au peuple camerounais. Tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, allez massivement voter. On a besoin de vous voir aux urnes. Merci. Timothée Somba. Simon Messengue, un conseil aux Camerounais, puisque je suppose que vous n'avez pas de conseil à donner à l'opposition. Naturellement, non, j'ai un conseil à donner à l'opposition. Moi, je vous permets de donner un conseil au peuple camerounais. Oui, le peuple camerounais, c'est clair que le peuple camerounais est mature. Ça fait la 8e élection dans laquelle ils vont participer. Donc, naturellement, ils iront voter massivement et le vainqueur va gagner. On sait déjà, on connaît déjà le vainqueur. Mais naturellement, également, demander à l'opposition d'être fair play. La plupart des élections, c'est que l'opposition joue franc jeu. Après avoir discuté le processus, ils finissent par discréditer l'élection elle-même, alors qu'en réalité, ils ont toujours perdu. Quand vous perdez, reconnaissez que vous avez perdu. Si vous avez gagné, apportez les preuves de votre victoire. Merci Simon Messengue. Un bonsoir particulier au Bantou normal. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Je vois l'abondante contribution qu'il nous est malheureusement impossible de relayer ce soir, mais nous la conservons et justement on y reviendra lors de nos prochaines éditions. Patriarche Bikoro, 1 minute, un conseil pour nos amis opposants qui certainement, et nos plateformes le prouvent, nous regardent nombreux ce soir. Vous savez que moi je n'aime pas utiliser le syllogisme langagé opposant. Je parle aux 12 candidats.
Je leur dis que le Camerounais n'est pas dupe. Le Camerounais n'est pas bête, il ne le sera jamais. Sinon, il ne serait pas celui qui va sanctionner le 12 octobre. Je voudrais simplement leur dire que c'est un concours. Tout le monde aura mérité, mais le véritable vainqueur, ce sera le peuple camerounais lui-même. Que pour une fois qu'ils auront une élection normale, une élection apaisée, avec des très hauts responsables de la République, des jeunes loups aux dents longues, il ne faudrait pas que ce soit lui, le peuple, qui remette en cause cette sérénité que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Merci, Patriarche Bikoro. Jean-Moïse Mbok. Ok, la première chose que je vais dire, c'est qu'il n'y a aucune loi qui interdit que la coalition se passe même la veille de l'élection. Aucune loi ne l'interdit. Il ne faut pas qu'on donne l'impression aux gens ici que nous sommes en retard. Deuxièmement, le peuple camerounais peut bien se rendre compte que la tâche de l'opposition qui veut changer leurs conditions de vie est ardue. Et il faudrait donc qu'il y ait cet accompagnement, cet encadrement et surtout ce soutien. S'il vous plaît, lisez les programmes qui existent, lisez les feuilles de route qui existent. Il y a des hommes comme Issa Tiroma Bakari qui sont résolus à apporter un changement et une différence pour le bien-être du Cameroun. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir répondu à l'appel de la grosse équipe de production de Ouro Africa. Comment dire merci aux millions de contributions qui sont arrivées sur nos différentes plateformes. C'est la preuve que ce qui est dit sur ce plateau est véritablement suivi. J'espère que vous en garderez le meilleur. Retrouvons-nous lundi prochain lorsqu'il sera 21h à Yaoundé au Cameroun pour une autre tribune sur Ouro Africa. Bien le bonsoir.